Bonjour et bienvenue à nouveau dans une autre conférence du projet Ariane Diez. Projet qui se veut dédié et destiné à l'éducation artistique et culturelle par le biais de la création. En tous les cas, les sujets que je vous propose et que je vous soumets dans ces conférences sont des réflexions autour de la notion de la création par différentes entrées, différents angles d'attaque, si on veut. Aujourd'hui, nous allons travailler sur la notion de forme, d'agencement, donc de recouvrement, de juxtaposition des éléments, selon différents critères. Bien évidemment, ces conférences sont en relié avec les précédentes et les suivantes. Ce sera à vous de créer les connexions mentales qui vous permettront d'avoir une vision globale de ce que je vous propose. Aujourd'hui, nous allons réfléchir ensemble sur la différence entre ce qu'on appelle une beauté naturelle, quelque chose que la nature nous propose et qu'on dit, on s'extasie, on dit c'est beau, et une beauté artistique, dans lesquelles, en revanche, depuis la nuit des temps, l'être humain, nous, avons réfléchi sur quels sont les critères afin de pouvoir parler de forme, quelque part de beauté. Donc, le mot beauté me gêne beaucoup dans ce cadre, car peut être déviant, peut donner origine à des malentendus. Je le garderai pour des questions de simplification du langage et d'accessibilité du discours. Prenons le mot beauté comme différence entre la nature qui se propose et la création humaine qui se superpose à ce qu'on voit. Donc on voit, on perçoit la nature, on manipule les éléments afin de nous donner une version artistique. Dans on va dire, depuis la formalisation de la pensée esthétique, depuis qu'on a commencé à penser esthétiquement, donc depuis qu'on s'est posé des questions inhérentes le beau, encore une fois inhérentes la beauté, sachant que je fais une parenthèse pour les puristes, je ne veux pas investiguer la notion de beauté, simplement la différencier de ce qui est de l'ordre de la nature et de l'ordre de l'humain. Depuis que l'homme s'est intéressé à comment considérer la beauté, à avoir cette pensée esthétique, il a commencé déjà à ordonner les éléments. C'est-à-dire que la première façon de pouvoir aborder la notion de forme, la notion qui était automatiquement le véhicule de la beauté, était celui de lui donner un ordre. Un ordre cosmique, donc en regardant plutôt là, on est à l'époque vraiment de helléniste, donc de la Grèce ancienne, en regardant des proportions idéalisées, des proportions retrouvées, des proportions parfois inventées, on donnait un ordre aux choses, et par cet ordre qui s'est reproduisait et qui s'était propagé sur différentes échelles, automatiquement, on assumait que les éléments qui étaient soumis à cet ordre appartenaient à une grandeur de la beauté, à une forme de beauté. Avec l'arrivée de la chrétienté, nous changeons, l'être humain change, en tout cas dans la souche européenne, beaucoup la vision et idéalise la forme ou l'ordre, on va dire. C'est l'ordre avant était un ordre naturel, avec l'arrivée de la chrétienté, et donc de toute l'iconographie, ça sera plutôt un ordre divin, donc issu d'une théologie, qui est celui justement de la chrétienté. Donc, on va dire que la nature avant était naturante, une sorte de moteur immobile qui avait eu une origine. Avec l'arrivée de la chrétienté, ça devient quelque chose qui rentre dans un dessin beaucoup plus complexe, beaucoup plus mystique, beaucoup plus, quelque part, inaccessible, et dans lequel les critères étaient dictés par une vision théologique. Et ça sera avec l'arrivée des trois grands philosophes ou physiciens, donc Newton, Galileo Galilei et Jean-Jacques Rousseau, donc dans cette période de l'histoire, où on voit que les critères sur lesquels on avait basé une harmonie, une vision cosmique, une vision même chrétienne, si on veut, de la répartition des proportions, commencent à ne plus tenir. On est face à une situation dans laquelle la nature n'est pas nécessairement gracieuse. Et là, il y a des catastrophes, il y a des tremblements de terre, il y a des situations qui sont contre la vie. Et donc on s'interroge, car l'homme n'est plus nécessairement le centre de l'univers,
mais l'univers semble être quelque chose de beaucoup plus étendu et beaucoup plus lié à des proportions qui ne sont pas nécessairement calculables dans un critère artistique ou par des critères artistiques. Et donc on commence à faire face à une forme de crise de la notion d'esthétique, et donc on commence à se poser des questions sur qu'est-ce que le beau, qu'est-ce que la forme, qu'est-ce que la nature du beau. Et quand on commence à faire une crise, donc à séparer les éléments, à les prendre isolément, on doit chercher des réponses différentes. Et il est clair que la nature, qui était pendant longtemps une grande source d'inspiration, les phénomènes naturels étaient devenus une grande source d'inspiration de modèles à reproduire, hein, des structures abstraites, des structures bien réelles qu'on pouvait rendre abstraites pour les reproduire, ne sont plus efficaces. Et on commence à se poser une question sur l'authenticité d'une œuvre du moment qu'elle respecterait des critères naturels. Et donc, la première différence majeure qu'on peut faire, avant d'aborder la notion de la forme, c'est que déjà, quand une chose se présente de façon naturelle, il y a effectivement une existence en soi qui est détachée d'une volonté procédurale, c'est-à-dire que la nature naturante se dévoile, se déploie sans qu'il y ait un dessin, bien sûr, à l'extérieur de tout dessin théologique, bien entendu, pour définir pourquoi un cheval sera particulièrement plus joli qu'un autre cheval. La nature ne se pose visiblement pas cet ordre de questions. Nous, en revanche, on s'interroge sur cette question et on commence à associer à la notion de beauté la notion de intention, c'est-à-dire mettre à l'intérieur d'une tension un processus créatif qui véhiculera bien sûr à la notion de consistance, on le verra à la fin ou dans une autre conférence. Voilà des exemples que je cherche toujours, ça vient d'internet, ce sont des images que je prends, bien sûr qu'il y a quelqu'un derrière la caméra qui cadre, qui fait clic, on est d'accord, c'est des images faites par des êtres humains. Mais imaginons d'être face à des paysages naturels tels qu'ils se déploient et qui pourraient se déployer devant nous. Un arbre, on pourrait s'extasier par sa beauté, et on utiliserait le terme beau. Hein, un coucher de soleil, on pourrait s'étonner en disant que c'est beau. Une fleur, on pourrait s'étonner en disant que c'est beau. Donc on utilise ce terme beau car on y trouve des propriétés, tout un tas de propriétés qu'on appellera dans une autre conférence morphologie. Mais imaginons d'être face à ce cheval, donc un cheval qui existe, et qui sûrement il a des intentions, lui, issues de la nature, de ses besoins, et cet autre cheval peint par Delacroix. La différence, bien sûr, on imagine que ce n'était pas pris par un photographe, mais qu'on soit face à lui, c'est que dans ce cheval peint, quelque part, il y a un niveau d'imprécision, il y a un certain niveau de distanciation entre le cheval comme phénomène et le cheval comme vision, mais en tout cas là, justement, il y a une vision, il y a une tension, il y a une mise en tension que dans le cheval pris en photo n'est pas. Si on prend un tigre, et si on prend le tigre de Ligabou et avec l'araignée sur le dos, on voit que, encore une fois, personne ne pourrait douter de la beauté intrinsèque de ces tigres. Là, il y a une autre forme de beauté expressive, quelque chose qui est une volonté d'exprimer quelque chose. Il y a une volonté de donner une direction, une directionnalité, simplement au fait d'avoir peint un tigre. Là, on a un homme qui crie, et ici on a le cri de Munch, qui encore une fois, on ne se met pas dans ce tableau si c'est un homme ou une femme, peu importe, on est donc dans un niveau d'imprécision encore plus important, si on veut parler ainsi, mais dans cette imprécision, une tension, une mise en tension plus importante. On pourrait avancer très vite avec un homme avec la moustache, avec un autre homme avec la moustache, un homme barbu, un autre homme barbu, le dos d'une femme, le dos d'une femme, à chaque fois une beauté qu'on pourrait dire naturelle, c'est-à-dire quelque chose qui existe parce que la nature nous la propose, et ailleurs, une vision, quelque chose qui veut donner autre chose que le phénomène représenté.
En musique, parce que là on n'est que dans le domaine pictural, ou en tout cas figuratif, en musique, nous sommes obligés de passer par la notion de forme. Et la notion de forme est une des notions les plus vagues et les moins précisées dans l'histoire, car parfois on mélange le genre avec la forme à cause d'un héritage du langage. Je fais référence bien sûr à la sonate qui deviendra la forme sonate et qui deviendra, dans certaines sonates romantiques, on aura la forme sonate à l'intérieur de la sonate. Donc, chose qui pourrait créer confusion pour les non-musiciens ou les non-mélomanes. Donc, je voudrais reprendre les choses à zéro. En musique, nous avons plusieurs typologies de formes qui dépendent, de la dimension de l'élément qu'on est en train d'analyser. Donc, un thème a une forme, un accord a une forme, et de la typologie. Et bien sûr, un mouvement d'une symphonie, une symphonie a une forme, et ainsi de suite. Donc on a la dimension et le type. Par dimension, on a ce qu'on appelle les groupes. Les groupes sont, par exemple, un accord est un groupe d'éléments, mais dont on peut parler de forme d'un accord. On peut, notamment dans une musique qui s'appelle la musique spectrale des années 1980 jusqu'à nos jours, des groupes de notes qu'on pourrait, dans un autre langage, appeler agrégats, ou des accords, si on veut simplifier, possèdent une véritable morphologie. On peut parler de forme à ce stade. L'arpège, c'est-à-dire un déploiement de hauteur dans le temps, mais qui reste relativement compact, peut avoir aussi une forme. C'est pour ça qu'on peut parler des arpèges chez Beethoven, qui sont différents des arpèges chez Chopin, ou des arpèges chez Liszt. On peut parler du contexte harmonique, donc qui possède aussi une forme. On peut parler aussi d'un thème, d'un sujet d'une fugue qui possède une forme. Donc, le groupe est la taille, on peut dire, minimale dans laquelle la notion de forme se déploie en musique. Tout de suite après, nous avons la séquence, ou le séquencement, si vous préférez, dans lequel on n'a pas seulement un groupe de choses qui existent en même temps, mais on commence à avoir des groupes de sous-groupes l'un après l'autre, qui commencent à définir une trajectoire. Et donc là, nous avons, bien sûr, pour ceux qui connaissent le langage musical, on a la mesure, les deux mesures qui constituent l'incise, la sémiphrase, la phrase, la période, et ainsi de suite, pour, en tout cas, indiquer le fait qu'il y a un séquencement, et que ce séquencement est soumis à des segmentations, et les segmentations définissent des typologies de formes. Nous avons donc quelque chose de plus important, donc le groupe c'est quasiment la verticalité, les séquences c'est une horizontalité non segmentée pour l'instant, on va dire laissée ouverte. Après nous avons les sections, et bien sûr on a les mouvements, et on arrivera même au cycle des mouvements, ce qui seront la symphonie dans sa phase la plus mûre, qui on peut dire la phase romantique. Il viendra un cycle de mouvements. Les formes, elles se divisent aussi en formes qui sont linéaires, non linéaires, narratives, et on verra dans un instant. Sur la linéarité, on en a déjà parlé dans plusieurs reprises et dans plusieurs autres conférences, donc je vais y passer très vite, mais en tout cas je vous renvoie aux conférences sur les paramètres monodimensionnels et multidimensionnels. En tous les cas, nous avons des formes linéaires, ça veut dire dans l'évolution, l'exposition du matériau suit une chronologie, et quelque part une chronométrie. Donc un ordre, on va dire, mais aussi un tempo, un temps d'ordonnement. Donc nous avons les formes imitatives, qui sont peut-être le plus anciennes, très connues encore dans le langage d'aujourd'hui pour les mélomanes, donc les canons et les fugues. Ça veut dire, je ne veux pas rentrer dans un jargon trop musical, mais il y a un thème qui est proposé, qui est exposé d'ailleurs on dit, et après qui par imitation successive, voire par distanciation successive, donc ce qu'on appelle des canons, donc c'est un thème donc, qui est répété exactement, les plus connus pour le grand public c'est Frère Jacques, donc c'est une même mélodie, qui est déphasée dans le temps, mais chantée sur elle-même, produit une certaine forme de conférence. De cohérence. Excusez-moi, on est dans le cadre des conférences ici. Donc,
Les fugues sont plus connues comme des variantes des canons. Une autre forme linéaire sont les formes itératives. Il y en a plusieurs, donc des formes qui répètent le même motif plusieurs fois. Donc un A qui serait similaire à un autre A, qui serait similaire à un autre A, qui serait similaire à un autre A, jusqu'à un certain nombre d'expositions. Parmi les musiques actuelles, la musique minimaliste est une forme encore itérative, avec des variations internes, mais quelque part itérative. Une autre forme d'itération est la répétition de deux segments. Par exemple, la forme AB, AB, AB. Donc quelque chose qui ne répète pas seulement une séquence en elle-même, mais un groupe de séquences. Et bien sûr, des formes aussi très connues dans la musique ancienne, mais qui sont encore valables dans beaucoup de chansons et des musiques actuelles, qui est la forme A, A, B, B. Donc fondamentalement, un thème répété deux fois et un autre thème répété deux fois. Et après, il y a des formes qui sont un peu plus désuètes aujourd'hui car elles s'avèrent assez complexes, mais que dans une partie de l'histoire de la musique ont eu beaucoup de réverbération, beaucoup d'importance. Ce sont des formes itératives et on peut dire par arc, par cyclicité. Bon, la forme typique est A, B, C, B, A, B, C, B, A, B, C, B, A. Donc, un des plus connus, une pièce parmi les plus connues, c'est le Miserere de Allegri, qui a fait histoire pour plein de raisons et qui expose effectivement cette forme qui est itérative, mais avec une forme de cyclicité dont le nombre de fois est donné, on va dire, par les nécessités du lieu et du cadre dans lequel les pièces étaient exposées. Après, nous avons les formes évolutives. Les formes évolutives sont, dans une autre conférence, je vous ai parlé de la différence entre transformation et transfiguration. Les formes évolutives sont les formes qui ne quittent jamais le milieu ou le domaine de la transformation. Ça veut dire qu'à chaque étape, nous sommes capables de revenir à la source. Ici, dans ce cadre, aujourd'hui, je peux vous dire la différence principale entre transformation et transfiguration est issue de la capacité que l'auditeur a de revenir à la source. Je m'explique mieux. On peut parler des transformations de A en B, ou de B en C, ou de C en D, ou de D en E, et ainsi de suite jusqu'à Z, si à chaque moment de cette transformation, si je regarde la source, donc A, je vois qu'il y a un lien de causalité. Je vois que oui, bien sûr, F est issu de E, ou de E en français, qui est issu de D, de C, de B, de A. Donc si je suis capable d'avoir toujours cette traçabilité cognitive, parfois par cœur, parfois parce que j'arrive à m'en souvenir, parfois parce que j'arrive à l'interpréter dans l'analyse, automatiquement je suis dans la transformation. En revanche, si je suis dans une proposition qui serait A, qui donne lieu à 34, qui donne lieu à dièse, comme on a vu dans une autre conférence, donc il n'y a pas de causalité entre A, 34 et dièse. Dans ce cas-là, on serait dans une transfiguration, ça veut dire que je ne suis pas capable, à l'intérieur du processus, de revenir à la source. La différence entre transfiguration et transformation est donc la capacité de l'auditeur, du spectateur, du récepteur, du public, de pouvoir revenir à la source. Les formes évolutives donc, sont des formes de transformation, qui en fait ne transfigurent jamais. Donc on a A, A premier, A deuxième, A troisième, A quatrième, et ainsi de suite. Donc souvent connues comme des formes à variation. Alors, on a la forme à variation, on va dire, progressive, A0 qui devient A2, A4, A28, A3000, peu importe le nombre de variations que vous allez faire. Mais après, on a aussi les variations à rayons, hein, comme s'il y avait un centre et des rayons qui allaient dans différentes directions, mais qui en fait étaient tous plus ou moins à la même distance, on peut dire ainsi, à la même différenciation du centre. Et donc, ça serait un A premier, un deuxième, un troisième, un quatrième, un énième. Mais donc, chaque A dérivé gravite autour d'un centre qui serait le thème de départ A,
Dans ces cas-là, ce serait, je ne dirais pas équidistant, ça n'a aucun sens de parler de ça en musique, mais qu'il y aurait une homogénéité de distanciation. Dans les formes évolutives, il y a aussi la variation de la variation, c'est-à-dire A qui deviendrait A premier, qui deviendrait B, c'est-à-dire A premier égale B, B premier égale C, C premier égale D. Donc c'est le premier compositeur à mettre en place ce système de variation de la variation, c'était Brahms, peu importe l'origine de qui a fait qui. C'est important de savoir qu'en tout cas c'est une forme assez tardive dans l'histoire de la musique, et qu'effectivement, tout étant à l'intérieur, parce qu'on pourrait se dire que A n'est pas égal à D, on est parfaitement d'accord là-dessus, mais si on écoute les propositions l'une après l'autre, donc les variations l'une après l'autre, on verrait que D effectivement est égal à C premier, et que C tout court, ou C0, est égal à B premier, et que B0 est égal à A premier, et que A premier est similaire à A. Et donc on serait toujours dans le cadre d'une linéarité, donc d'une transformation. Nous avons aussi des formes non linéaires. Alors, les formes non linéaires sont les formes par imitation, mais dont l'imitation possède un nombre très important de variations internes. On a vu dans une autre conférence que nous, on est capable d'associer des éléments comme étant similaires, malgré le fait qu'on a permuté des parties internes. Donc, on peut parler, et là l'exemple le plus connu c'est la 9e symphonie de Beethoven, dans le 4e mouvement, où il reprend des sous-parties du premier mouvement, du deuxième mouvement, du troisième mouvement. C'est-à-dire, Beethoven copie des sous-parties de ces mouvements précédents, antécédents au 4e, et en quoi ce n'est pas linéaire, c'est que ce n'est pas du tout prédictible. On ne peut pas prédire à l'intérieur du 4e mouvement que Beethoven va citer ou autociter des fragments de sa propre symphonie. Donc à chaque fois que nous avons des formes imitatives mais qui sont imprédictibles, nous sommes dans la non-linéarité, malgré le fait qu'il y a des fortes similarités, des fortes ressemblances. Nous avons les formes itérées, mais dans lesquelles c'est difficile de retenir l'ordre. Donc on a par exemple des A, B, A, C, D, A, F, G, A. Donc A qui revient, des lettres d'alphabet qui sont dans un ordre possible, comme A, B, C, D, B, C, A, D, C, donc des permutations, désolé de dire comme ça, c'est pas terrible, hein. C'est des formes de permutations, d'itération, mais qui ne restent pas, encore une fois, une prévisibilité, une prévision, une conséquence logique. Donc, malgré le fait qu'il y a une forte consistance, ça veut dire qu'il y a une forte homogénéité d'éléments, la différence entre les formes non linéaires et les formes linéaires, donc dans les formes linéaires, on a vu tout à l'heure, il y en a plusieurs qui dictent une prévision de la séquence d'après par rapport à l'antécédente. Dans les formes non linéaires, on est exactement dans le cas contraire, c'est-à-dire que malgré que les éléments parfois sont identiques à ceux qu'on a vus ou entendus avant et qu'après ils sont réexposés, on a du mal, donc ça c'est dans la 9e symphonie, le 4e mouvement de Beethoven, on a du mal dans certains cas, malgré qu'il y a une citation exacte, à pouvoir dire à quel moment cette citation arrivera. Donc elle n'est pas linéaire, de la même façon que quand on a des sous-sections qui s'enchaînent l'un après l'autre de façon consistante, donc plausible, il serait impossible de prédire si c'est B qui va suivre D, qui va suivre F, et ainsi de suite. Dans les formes non linéaires, nous avons une parmi les plus complexes. J'essaie de vous la lire, après vous pouvez la regarder en mettant en pause la vidéo que vous êtes en train d'écouter. Je vais lire par exemple A. A premier, qui est ici, A troisième, A cinquième, donc quelque chose qui A n'est pas linéaire. Il évolue en grandeur. A est égal à 1, A3, A5. B, c'est le contraire.
B va faire un décroissant, donc B5, B4, B3. C, il fait quelque chose, encore une fois, de décroissant. C3, C2, C1. Et D, en revanche, il serait atypique. On a un D1 qui devient un D0, et ainsi de suite. Ça veut dire que la forme évolutive est une forme itérative non prédictible dans laquelle chacun des éléments grandit, si on imagine qu'entre 1 et 4 ou 5, il y a une forme de augmentation du matériau, ou alors il diminue, si on pense à l'élément B, par exemple, qui est décroissant. Encore une fois, c'est un peu abstrait, ça concerne une partie de l'histoire de la musique relativement récente, donc entre les années 1960 et 1990, où plusieurs compositeurs se sont confrontés à des formes complexes, effectivement, donc non linéaires, où ils exploitaient des répétitions des sections. C'était imprédictible, imprévisible de savoir si c'était B qui suivait C et ainsi de suite. Mais la chose qui était encore plus complexe, c'était qu'ils y ajoutaient un niveau de complexification du matériau à chaque exposition d'une sous-section. Donc A, il arrive avec un niveau de complexité donné. Quand il viendra après, il est plus complexe. Quand il viendra après, encore plus complexe. En revanche, B, il arrive extrêmement complexe au début, un peu moins complexe, plus simple, plus simple et plus simple. Ce mélange de trajectoires qui vont vers la complexité et des trajectoires qui vont vers la simplicité constitue bien entendu, en plus du fait que les sous-sections ne sont pas prédictibles, une grande forme de non-linéarité. Nous avons aussi les formes narratives. Alors, pour les puristes, pour les philologues, pour mes amis qui détestent mes simplifications, nous sommes dans un cadre d'un projet qui s'appelle Ariane Dièse, qui est destiné par l'utilisation comme YouTube, ou comme, en tout cas comme Internet, à un public que je ne connais pas. Je ne vous connais pas. Et donc, je ne sais pas si vous êtes des musicologues, des philologues, donc des super spécialisés dans la forme musicale. Je m'adresse effectivement à des musiciens pointus qui sont bien forts dans leur domaine de connaissances, mais surtout je m'adresse à des non-musiciens qui doivent intervenir dans des écoles avec des outils numériques pour enseigner la composition ou la création aux jeunes. Donc, je suis obligé de faire une médiation de mon langage et peut-être pour les philologues, j'insiste, de simplifier certains concepts, mais pour les non-musiciens, de leur donner accès à des concepts qui seraient difficiles d'exploiter dans leur exhaustivité. Pourquoi j'ai fait cette prémisse? Parce que toutes les formes que je viens d'énoncer, donc les formes linéaires ou non linéaires, et les formes itératives, évolutives et ainsi de suite, ce n'est pas vraiment la façon standard de parler de la forme en musique. Et j'ai fait ce choix justement parce que ce n'est pas un projet standard, c'est un projet expérimental. Et on expérimente des formes nouvelles avec des outils nouveaux. Et donc, je suis obligé, ou en tout cas je me sens obligé, de prendre un langage qui est à la portée de tous. Cette précaution est donc d'autant plus importante quand on parle de formes narratives. Parce que là, dans le milieu de la musique musicante, hein, de la musique des experts de la musique, ceci est un sujet vastissime. Restons aujourd'hui aux formes narratives, c'est-à-dire aux formes qui ont en elles-mêmes, en soi, une capacité de raconter une histoire. Je me limite à ça. Une capacité de raconter une direction et que cette direction se veut imagée, se veut capable de décrire un conte, de décrire un univers plausible. Voilà. Donc nous avons bien sûr encore une fois les formes linéaires, les formes non linéaires et les formes multiples. Ça, on l'a vu maintes fois. Donc là, je vais le résumer très vite. Les formes linéaires sont celles qui ont une plausibilité de conséquences entre A, B, C, D, E et ainsi de suite. Les formes non linéaires, c'est quand cette
séquencement, pardon, n'est pas possible. On n'est pas en mesure de prédire la section d'après. Et les formes multiples, c'est des trajectoires dans lesquelles il n'y a même pas A et Z. On peut aller de A à un autre univers, parce qu'effectivement, dans les formes à parcours multiples, comme le terme le souligne, nous avons une multitude de dimensions avec lesquelles parcourir une forme. Néanmoins, ces trois formes, linéaires, non linéaires, multiples, elles appartiennent ou elles peuvent appartenir à des formes narratives. C'est sûrement ici, dans cette partie-là, que beaucoup d'installations musicales faites par les jeunes et destinées aux jeunes ont un intérêt pour les jeunes. En revanche, ce sera dans la forme dont je vous ai parlé ici, qui est particulièrement typée, particulièrement datée et en même temps particulièrement fascinante. Elle sera peut-être une forme que l'instit ou le prof ou la maîtresse ou le professeur donnera aux élèves afin de les guider dans un parcours. Cela veut dire que cette forme est particulièrement, non pas abstraite, mais conçue a priori, tandis que des formes linéaires, non linéaires et multiples sont typiques des œuvres interactives dans lesquelles il y a un dispositif qui est proposé au public et le public agit et interagit avec le dispositif. Nous avons aussi des formes génératives. Alors, encore une fois, j'assume la simplification que je suis obligé de faire. Les formes génératives veut dire des formes qui, on a vu dans un autre domaine, dans une autre conférence, elles sont à la fois des œuvres à parcours multiples, mais dans lesquelles le point de départ A et le point d'arrivée B, donc si ici il y a A et à la fin il y a B, ne sont pas perdus. C'est-à-dire on peut parcourir par différentes directions ces sortes de labyrinthes, mais à la fin on trouve la sortie. Tandis que dans les œuvres à parcours multiples, on rentre dans un côté et on peut sortir dans un autre univers qui n'a rien à voir avec le début. Donc les formes génératives ont cette capacité d'avoir un scénario, donc une évolution qui raconte et qui génère, et qui, je dois trouver un autre terme pour pouvoir le définir, donc ce sont des formes qui proposent des variations, des séquencements, en tous les cas qui maintiennent une forme de progression entre un point de départ et un point d'arrivée, indépendamment du combien de temps je vais rester dans une boucle locale, dans un loop local de la pièce que je suis en train d'exécuter. Les formes narratives et les formes génératives, bien sûr, sont typiques, encore une fois, des installations. C'est pour ça que je souligne cet aspect, car l'enseignement de la création comme accès à la musique, donc non pas simplement reproduire des œuvres du passé, ne pas être simplement dans la posture des conservatoires qui proposent souvent l'apprentissage du répertoire comme connaissance de la musique, mais dans le cadre de ce projet Aria Dièse, qui est une forme de connaissance de la musique, non pas par le répertoire, Mozart, Bach, Beethoven, mais par sa propre création, on peut ouvrir le champ d'expressivité à des formes musicales qui ne sont sûrement pas celles du concert, ou les genres, si vous voulez, qui ne sont pas ceux du concert, mais ceux des installations. Les installations sont des dispositifs mis au service du public. Le public agit, parfois interagit, ou il prend des décisions sur l'œuvre qui se déploie devant eux. Et donc, les formes génératives sont, par définition presque, des œuvres issues qui obéissent aux installations interactives. Et la dernière, bien sûr, dans les formes génératives, c'est des formes à scénario concentrique. Encore une fois, les cercles, c'est toujours des images malheureusement banalisées. En fait, ça indique des circuits ou des loops. En fait, ça veut dire qu'on peut passer d'un circuit à l'autre, dans un niveau de narration ou de génération ou d'interaction donné à un autre plus étendu. Encore une fois, ces formes n'ont de sens que dans le cadre des installations interactives. En fait, les formes narratives
elles existent aussi dans la musique avec écoute passif, donc assis dans une salle de concert. Les formes génératives sont plus proches des installations interactives dans lesquelles le spectateur prend une posture différente. Il n'est pas simplement un spectateur qui regarde et qui écoute l'œuvre, mais il y a un spectateur, c'est-à-dire quelqu'un qui agit sur l'œuvre en même temps qu'il l'écoute. Je fais donc un saut en arrière quand je vous ai parlé de la différence entre la beauté naturelle et la beauté artistique. La beauté naturelle, elle se propose spontanément, tandis que la beauté artistique se compose de façon volitive, donc elle se construit. Dans cette construction, je vous ai proposé différents formats, différentes typologies d'œuvres qui appartiennent à la linéarité, à la non-linéarité, au parcours simple, au parcours multiple, ainsi de suite. Mais, désolé pour ces sauts d'images que je suis en train de faire, mais tout ceci dans le but précis de créer une direction, de créer une tension, de créer une intention. Si on peut parler de beauté naturelle comme quelque chose qui se propose spontanément, la beauté artistique, elle existe à chaque fois qu'il y a deux pôles d'attraction, donc l'artiste et le public, et qu'entre l'artiste et le public, il y a une tension qui est proposée par l'artiste et qui vise à exciter le public. Dans cette tension, il y a un dessin, il y a une vision, il y a une proposition, il y a une canalisation, il y a une polarisation, il y a une façon de conduire en le prenant par la main, donc donner une direction avec les mains, c'est-à-dire une manipulation du public, au sens de donner justement une direction vers une vision dessinée. Donc, la composition, la création musicale, connue aussi comme composition, se différencie de la créativité, qui est une action plutôt ludique, un passe-temps, un plaisir, pourquoi pas. La création, tout étant un plaisir et tout étant un passe-temps, acquiert son statut de création quand elle obéit à un dessin, quand elle obéit à une trajectoire. Et cette trajectoire doit être construite. Comment? Ça dépend du cadre, du contexte, de situation, des dispositifs, des besoins, des protocoles. Donc il y a énormément de contraintes qui interviennent. La proposition que je vous fais ici, c'est une sorte de catalogue de répartition des formes existantes dans l'histoire de la musique, des plus anciennes jusqu'aux plus récentes. Car la chose qui devient intéressante quand on travaille avec les outils numériques, c'est que la temporalité d'une œuvre perd quelque part son statut. Et nous pouvons utiliser des formes anciennes en les réactualisant dans des situations extrêmement de tous les jours, donc ce qu'on appelle les installations ouvertes au public, les installations interactives. De même qu'on peut s'inspirer de formes plus complexes, peut-être parfois on les a aussi nommées plus cérébrales, comme certaines formes de la musique dite contemporaine des années 50, 60, 70, bien sûr 1900, et qu'en revanche peuvent s'avérer extrêmement intéressantes dans le cadre de la narration d'un discours musical qui se veut multidimensionnel, par exemple des discours sur la narrativité, sur les paysages sonores, sur la capacité de reproduire par des ambiances sonores des univers narratifs.